je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième séance de cette série de cours consacrée aux problèmes à trois corps en physique quantique. Et aujourd'hui, on va aborder le cœur du sujet puisqu'on va rencontrer l'effet Efimov, dont je vous parle depuis le début, pour un système particulier qu'on a déjà commencé à considérer la semaine dernière, système de trois particules, une légère et deux particules lourdes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle les prochains séminaires. Tout à l'heure, vers 11h, 11h15, on aura le plaisir d'écouter Michael Fleischhauer qui va nous parler de localisation à n-corps et des problèmes de thermalisation qui lui sont liés. La semaine prochaine, on aura Alain Aspect qui viendra nous parler des inégalités de Bell, de leur violation, et puis de l'impact de l'intrication quantique dans les technologies quantiques. Et puis, dans 2 semaines, ce sera Tilman Esslinger qui nous parlera de topologie dans l'interaction atome-lumière. Et je vous rappelle que ce même jour, le 14 avril, mais l'après-midi, on aura un atelier consacré au système ouvert en problème à n-corps, avec 6 éminents orateurs, dont le nom est écrit ici. Tilman Esslinger, qui aura donné le séminaire du matin, interviendra de nouveau. Et puis, on aura Isabelle Bouchoul, Nathan Goldman, Benjamin Heuard, Leonardo Mazza et Adam Naoum. Voilà. Et si vous voulez voir les titres, bien, tout ça, c'est en ligne sur ma page personnelle consacrée au cours de cette année. Voilà. Bien, alors, j'en reviens au cours de cette année, et plus précisément ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. On s'intéresse donc au problème que j'ai appelé petit m, grand m, grand m, donc problème d'une particule légère, petit m, qui interagit avec deux particules lourdes. Et ça a été mis en œuvre en physique atomique, comme on va le voir aujourd'hui. La particule légère, eh bien, c'est par exemple un atome de lithium 6 ou lithium 7, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la particule lourde, c'est un atome de césium de masse 133, donc un rapport à peu près 20 entre les masses petit m et grand m. Le problème qu'on s'est posé la semaine dernière et qu'on va continuer à regarder, c'est un modèle, le modèle le plus simple qui donne lieu à l'effet qu'on recherche, l'effet Efimov. Eh bien, c'est un modèle où la particule petit m interagit avec les particules grand m, celle de gauche ici ou celle de droite là, mais on néglige toute interaction entre les deux particules grand M. Elles ne s'attirent pas, mais néanmoins, on va voir qu'on peut former un édifice lié à trois corps grâce à l'interaction de la particule petit m avec chacune des deux grand M. Ce schéma-là, il va nous permettre d'illustrer un diagramme que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je refais encore, c'est savoir que même si l'interaction petit m grand M est à courte portée, et en fait, là, nous, la semaine dernière et cette semaine, on va continuer à la prendre de portée nulle, c'est-à-dire qu'on la décrit par un pseudo-potentiel, mais on la prend résonante, cette interaction à courte portée. Et bien ça génère, pour l'interaction entre les deux particules lourdes, une interaction effective, une interaction induite, qu'on n'avait pas mise a priori au départ dans le modèle, qui est une interaction à longue portée, plus précisément en 1 sur R2. Et ce potentiel en 1 sur R2, je vous rappelle qu'on y avait consacré les 2 premiers cours de cette série. Et donc, on va utiliser aujourd'hui toutes les propriétés qu'on a vues ensemble pour ce potentiel en 1 sur R2. Donc, c'est une variante, cette variante petit m, grand m, grand m, c'est une variante plus simple que le schéma initial considéré par Efimov. Le premier article d'Efimov était en 1970 et considérait 3 particules identiques. Ce schéma-là, avec une hiérarchie des masses, est apparu en 1973, toujours par Efimov, et puis complété en 1979 par un papier par Fonseca et collaborateurs. Ce schéma est plus simple parce que finalement il donne un infiniment petit dans le problème. Le rapport petit m sur grand m est petit devant 1 et donc on a un infiniment petit dans le problème. Donc on peut utiliser des méthodes perturbatives pour aborder ce problème, alors que quand les 3 particules ont la même masse, eh bien là il n'y a pas d'infiniment petit et il faut attaquer le problème à 3 corps de front. Alors cet infiniment petit, en fait, on l'utilise dans le cadre d'une approche adiabatique. Cette approche elle procède en 2 étapes. La première étape, en fait, est ce qu'on a fait ensemble la semaine passée, et la deuxième étape, c'est le programme d'aujourd'hui. Cette première étape, je vous rappelle ce qu'on avait fait, puis je rappellerai plus en détail au tableau dans un instant les résultats auxquels on est arrivé, mais le principe de la première étape, ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière, ça a été de fixer la position des particules lourdes. Donc j'appelle grand R le rayon vecteur qui joint les deux particules lourdes, donc j'en mets une en moins R sur 2 et l'autre en plus R sur 2. Et les particules lourdes étant fixées,
ne bougeant pas, en ces points-là, eh bien, on avait résolu le problème du mouvement à un corps de la particule légère en interaction donc résonante ou quasi-résonante avec chacune des deux particules lourdes. On avait trouvé les états propres, on avait trouvé les énergies associées à cette particule lourde pour l'état fondamental, enfin, on avait trouvé donc l'état fondamental d'énergie E0 de R. Et dans la deuxième étape, qui est donc en fait, directement inspirée de l'approche de Born-Oppenheimer en physique moléculaire, eh bien, cette énergie E0 de R de la particule légère, on va la considérer comme un potentiel effectif pour le mouvement des particules lourdes. Donc là, vous voyez sur le deuxième dessin, la particule légère que j'avais représentée ici a disparu, mais je l'ai représentée par ce trait un peu chahuté ici, qui est une interaction effective, qui est donc l'énergie de la particule légère, l'énergie du fondamental de la particule légère, en présence des deux particules lourdes. Et ensuite, eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier le mouvement. Alors là, je le décris classiquement comme un mouvement de vibration, mais en fait, c'est un mouvement quantique qu'on va regarder, des deux particules lourdes sous l'effet de cette interaction effective. Donc ce qui est sous-jacent derrière, c'est que comme la particule légère a une masse très faible, eh bien, elle est capable de suivre adiabatiquement le mouvement de ces deux particules lourdes. Donc elle reste en permanence dans l'état fondamental correspondant à l'élongation grand R entre les deux particules lourdes. Voilà, donc c'est une approximation adiabatique ou Born-Oppenheimer qui est sous-jacente au traitement qu'on fait dans cette approche. Alors, je vous rappelle le bilan maintenant de cette première étape qu'on avait faite ensemble. Donc, comme je le dis, on a trouvé l'énergie de l'état fondamental de la particule légère petit m en présence des deux particules lourdes. Et on avait décrit cette interaction petit m grand m comme une interaction de contact avec un pseudo-potentiel qui est donc caractérisé par un seul nombre, qui est la longueur de diffusion petit a. Et cette longueur de diffusion petit a, eh bien, on se plaçait au voisinage d'une résonance de diffusion, donc elle pouvait être négative. Ça, c'était juste avant que l'état lié à deux corps entre petit m et grand m n'apparaisse. Elle pouvait être infinie, plus ou moins l'infini, ça n'importe peu, ce qui compte c'est 1 sur a, comme on va le revoir encore dans un instant. Elle pouvait être infinie au seuil d'apparition de l'état lié petit m grand m, et elle pouvait être positive une fois que l'état lié petit m grand m est apparu. Voilà. Donc ces trois cas étudiés, je vous rappelle les formes des potentiels auxquels on était arrivé ensemble. Donc je peux faire trois colonnes. Première colonne A négatif, avant que l'état lié n'apparaisse. Deuxième colonne, ça va être A égale plus ou moins l'infini. Encore une fois, le signe importe peu à ce stade. Et puis, troisième colonne, ça va être A positif. Alors, dans le cas égal A plus l'infini, c'était là le cas le plus simple, finalement, puisque là, ce qu'on avait trouvé pour l'énergie E0 de R de ma particule légère, eh bien, c'était un potentiel en 1 sur R2. Ce qu'on avait trouvé, c'était un potentiel qui s'écrivait moins h bar 2 sur 2m, R2, grand R2, avec un nombre grand oméga 2. Ce nombre grand oméga, je vous rappelle, c'est la solution d'une équation transcendante, oméga exponentielle oméga égale 1. Ce nombre grand oméga, il valait 0, 5, 6, 7. Évidemment, d'autres chiffres, ce n'est pas un rationnel. Et donc, oméga 2, c'était 0, 3, 2, 2, et puis d'autres chiffres. Voilà, donc on avait résolu le problème dans le cas à infini, on avait trouvé quelque chose de très simple, qui était donc un potentiel en 1 sur R2. Dans le cas A négatif, donc toujours grand R ici, et puis E0 de R, ce qu'on avait trouvé, c'était que le potentiel était rigoureusement nul pour l'état fondamental de la particule légère, dès que grand R dépassait A. Là, je vais peut-être mettre une couleur différente juste pour qu'on voit bien la superposition des deux. Bon, j'espère que le jaune va être assez différent du blanc. Voilà, donc on avait trouvé que c'était rigoureusement nul ici. Et puis ensuite, eh bien, c'est un potentiel qui était décroissant comme ça. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'au court distance, c'était à peu près également en 1 sur R2, en fait, avec le même coefficient que le coefficient que j'ai écrit ici. Donc moins 1 sur R2, c'est attractif comme ça. Voilà. Et puis, dans le cas A positif, bon, j'aurais dû écrire A positif ici, au-dessus de mon dessin. Voilà. Dans le cas A positif, ce qu'on avait trouvé, c'était un potentiel, bon,
avec toujours attractif, hein, grand R ici, E0 de R ici. Alors là, je vous dis qu'il y a un étalier qui existe entre petit m et grand M, donc je vais tracer l'énergie de cet étalier, ici. Ça, c'est donc l'énergie du dimère petit m grand M, qui là existe puisque je suis dans le domaine A positif. Cette énergie, c'est moins h bar 2 sur 2 fois ma2. Alors le m que je devrais ici mettre, ça devrait être la masse réduite entre la masse petite, la particule légère et la particule lourde, mais comme j'ai supposé que la particule légère avait une masse beaucoup plus faible que la particule lourde, la masse réduite est à peu près égale à la masse de la particule légère, petit m. Et le potentiel qu'on a trouvé, donc, il a une allure comme ça. Il tend asymptotiquement vers l'énergie du dimère. À courte distance, on retrouve encore quelque chose qui est en moins 1 sur R2, avec toujours le même coefficient que celui qui apparaît ici, qui fait intervenir ce nombre grand oméga. Et puis, la manière dont ça tend, ça se rapproche de l'asymptote Eudim ici, eh bien là, c'est un potentiel de Yukawa. C'est-à-dire que mon énergie grand E, elle va s'écrire E du dimère, moins, alors j'avais un H bar 2, j'avais un M, j'avais un petit a, et puis j'avais un exponentiel de moins R sur A divisé par R. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de facteur 2 à cet endroit-là, parce que c'était un carré. Je revérifie. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc ça tendait exponentiellement vite vers cette limite. Je vous rappelle que cette limite, c'est naturel qu'on la trouve, hein, puisque je cherche l'énergie de la particule légère en présence des deux particules lourdes. Mais si mes deux particules lourdes sont infiniment loin l'une de l'autre, eh bien, l'énergie fondamentale du système, c'est que ma particule légère va se lier soit à la particule qui est à ma gauche ici, soit à la particule qui est à ma droite là. Et puis l'énergie totale, c'est l'énergie de celle qui est célibataire au repos, et puis l'énergie du dimère ici, qui est lui aussi au repos. Donc c'est normal que, asymptotiquement, pour l'état fondamental, on retrouve l'énergie du dimère. Ce qui n'était pas forcément évident, c'est qu'on allait y arriver exponentiellement vite via ce potentiel de Yukawa. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, et c'est de ça qu'on va repartir aujourd'hui. Alors je vérifie que je n'ai pas d'autre chose à vous donner à ce stade au tableau. Non, c'est bon. Donc là, je vous ai remis des expressions analytiques des courbes que j'ai tracées au tableau de manière assez phénoménologique. Donc, pour A égale l'infini, ça, il n'y a pas de changement. C'est le moins oméga 2 sur 2m R2 que j'ai écrit au tableau, avec toujours ce nombre grand oméga. Et puis, pour les régimes A négatif ici ou A positif ici, eh bien, en fait, la courbe que j'ai tracée ici en jaune ou ici en blanc, ça fait intervenir une fonction qu'on avait définie ensemble, cette fonction de Lambert. Donc je ne rappelle pas sa définition, mais c'est une fonction grand W ici. Et c'est en développant le gros carré qui est là ou ici qu'on s'était convaincu qu'à courte distance, on retrouvait le potentiel en 1 sur R2 dans les deux cas, A positif et A négatif. Voilà. Mais pour tous les calculs numériques que je vais présenter aujourd'hui, enfin les résultats de calculs numériques, j'ai utilisé cette fonction de Lambert pour les faire. Voilà. Alors le programme pour aujourd'hui, donc ça va être, comme je l'ai dit, de faire la deuxième étape de cette approximation adiabatique, c'est-à-dire chercher les étaliers grand M pour le potentiel d'interaction induit par la particule légère. Donc je vais prendre un potentiel effectif V effectif qui est égal au E0 de R que j'ai tracé au tableau. Mais sachant que j'ai un potentiel qui se comporte comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine, je sais que je ne peux pas faire ça froidement. Il va se passer le phénomène de chute vers le centre qu'on avait vu ensemble dans les deux premiers cours. Donc il faut que je le tronque, ce potentiel ici. Que je le tronque, que je le régularise d'une manière ou d'une autre. Donc moi je vais le faire de la manière la plus simple qui soit, à savoir en mettant un cœur dur. Donc je vais interdire à ma particule de s'approcher à une distance, enfin, à mes deux particules lourdes de s'approcher l'une de l'autre à une distance inférieure à une valeur que j'ai appelée grand R0, ici, donc grand R0 est là. Et ça, je le fais dans les trois cas, puisque à chaque fois, j'ai un potentiel qui se comporte comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine. Pardon, ici, R0. Voilà, donc je mets un cœur dur. Donc le potentiel que je vais utiliser aujourd'hui, c'est ce potentiel effectif E0 de R
partout, sauf juste au voisinage de l'origine, pour éviter cette chute vers le centre. Néanmoins, je garde quand même une partie qui est en 1 sur R2 ici. Hein. Je n'élimine pas tout ce qui est en 1 sur R2. J'élimine juste le voisinage immédiat de R égale 0 pour éviter une catastrophe. Mes particules grand M, elles, sont identiques. Hein, elles ont la même masse. Donc là, pour les particules grand M, il faut que je prenne en compte leur nature statistique. Est-ce que ce sont des bosons? Est-ce que ce sont des fermions? On va considérer 2 cas dans ce cours. Donc soit des bosons, que je prendrai de spin nul ou polarisé. À ce moment-là, je sais que la fonction spatiale devra être symétrique, c'est-à-dire que quand j'échange mes deux particules grand M, c'est-à-dire quand je change grand R en moins grand R, eh bien, je dois retomber sur mes pieds. Le psi de moins R doit être égal au psi de R. Et si j'ai affaire à des fermions polarisés, donc une fonction de spin qui elle est symétrique, puisque je prends le même état de spin pour les deux fermions, à ce moment-là, la fonction spatiale doit être antisymétrique, et donc psi de moins R doit être égal à moins psi de R. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça, pour notre recherche d'état propre? Eh bien, 2 choses. D'une part, on va tirer parti du fait que le potentiel que je vous propose ici, donc ce E0 de R tronqué, il est invariant par rotation. Hein, il ne dépend que de la distance entre les deux particules lourdes, mais il ne dépend pas de l'orientation du rayon vecteur. Donc, cette invariance par rotation, on l'a déjà rencontrée plusieurs fois. Hein, elle nous permet de simplifier le problème en cherchant pas seulement les états propres de l'hamiltonien, mais les états propres communs à l'hamiltonien et au moment cinétique, plus précisément communs à l'hamiltonien au carré du moment cinétique L2 et à la projection du moment cinétique sur un axe quelconque, on prend l'axe Z, LZ. Et quand on fait ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc là je ne reviens pas en détail, mais ça permet en fait de préciser entièrement la dépendance angulaire des fonctions d'onde. Si je me place en coordonnées sphériques, dire que mon grand psi de R est état propre de L carré et de LZ, ça m'impose finalement comment est-ce qu'il dépend des coordonnées θ, de l'angle θ, l'angle polaire θ et de l'angle azimutal phi. C'est une harmonique sphérique simplement, YLM, où L et M sont des entiers. L est un entier naturel, 0, 1, 2, 3, 4, et petit m est un entier relatif qui varie entre moins L plus 1 jusqu'à plus L. Et puis, je vous rappelle aussi que donc, là, le psi de R, lui, est inconnu à ce stade. Il va falloir que j'injecte le potentiel pour le trouver. Et je vous rappelle une propriété des harmoniques sphériques qui est importante quand je veux prendre en compte justement la symétrie de mes fonctions d'onde par échange des deux particules. C'est que quand on change grand R en moins grand R, eh bien, les harmoniques sphériques ont un comportement simple dans cet échange, qui est simplement moins 1 puissance L. Alors, peut-être je peux faire un dessin au tableau pour bien préciser ce que j'entends par là. Donc, si je dessine un trièdre, voilà, avec mes 3 axes X, Y et Z, donc si je pars je peux mettre de la couleur, si je pars d'un grand R repéré par les angles θ et φ, ici, donc ça c'est mon grand R ici, avec θ qui est cet angle-là, et puis φ que j'obtiens en prenant la projection dans le plan, ici, donc ça c'est l'angle azimutal φ, et bien quand je change R en moins R ça va être quelque chose qui va être ici. Voilà, j'espère que c'est à peu près aligné. Donc moins R, il a comme angle π moins θ. Et quand je le projette dans le plan XY, je trouve qu'il a, je change φ en φ plus π. Donc φ bien φ plus π. Ça vient un peu encombrer mon dessin, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc changer R en moins R, c'est changer θ en π moins θ, c'est ce qui est écrit sur cette diapositive ici, et φ en φ plus π. Et donc, quand on fait ça sur une harmonique sphérique, eh ben, c'est une des propriétés des harmoniques sphériques. YLM de π moins θ, φ plus π, c'est moins 1 puissance L, YLM de θ phi. Donc ça veut dire que quand je vais prendre des bosons, comme je dois, mon changement R en moins R doit me redonner la même fonction d'onde. Donc quand je dis des bosons, je sous-entends des bosons de spin nul ou des bosons polarisés. Eh bien, il va falloir que L soit pair pour que moins 1 puissance L soit égal à plus 1. Donc L doit être pair, 0, 2, etc. En pratique, on va se limiter au cas L égale 0 pour une raison qui apparaîtra un petit peu plus tard. Et puis pour des fermions, bien, L doit être impair. 1,
3, etc. Et on va se limiter, là aussi, pour une raison qui apparaîtra un petit peu plus tard, au cas L égale 1. Les cas L égale 3 n'est pas intéressant en pratique. Voilà. Et puis donc, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de déterminer ce qu'est cette fonction ψ de R, une fois qu'on a prisé tout ça. Et donc cette fonction ψ de R, comme toujours, c'est la fonction radiale, donc elle est solution d'une équation à une dimension. Plus précisément, plutôt que de travailler avec ψ de R, on travaille avec la fonction radiale réduite, U de R égale R ψ de R. Et on sait que cette fonction U de R est solution d'une équation Schrödinger à une dimension, donc moins h bar 2 sur 2 fois quoi? Alors c'est 2 fois la masse réduite pour mon problème grand M, grand M. Donc la masse réduite grand M, c'est grand MR égale M sur 2. Donc c'est 2 fois grand MR, mais que je vais remplacer tout de suite par grand M. Donc cette chose-là, c'est grand M. D2 U sur D R2, plus donc un potentiel qui va être la somme de mon potentiel effectif, celui qui est écrit au tableau ici, plus l'énergie centrifuge associée au moment cinétique, donc petit l que j'ai choisi, donc plus V effectif de grand R, plus H bar 2, LL plus 1, sur 2 fois la masse réduite MR fois grand R2, cette masse réduite est encore une fois égale à grand M, U, et grand R, égale donc une certaine énergie, U de R. Voilà, donc ce sera ça qui va nous permettre de déterminer l'état de mes deux particules lourdes en interaction sous l'effet de ce double potentiel V effectif et V centrifuge qui est écrit ici. Et puis, donc, la prise en compte de mon cœur dur, c'est je vais imposer que U de R0 soit égal à 0. Voilà. Ça, c'est pour éviter la chute de la particule fictive, la particule relative grand M, tendre vers, s'effondre sur elle-même. Voilà, donc ça c'est comment on va étudier ce problème effectif. Et maintenant, je vous propose de commencer à étudier successivement les 3 cas qui sont écrits au tableau. D'abord A égale infini, donc le cas vraiment résonant, et puis ensuite on passera au cas A négatif et A positif. Donc là, on va se concentrer sur le cas résonant, A égale plus l'infini, valeur absolue de A égale plus l'infini, et là on va vraiment trouver l'effet Efimov que j'annonce depuis un certain temps maintenant. Donc là encore, je vais le faire au tableau, je vais faire un petit peu de place. Voilà, donc je garde mon potentiel pour A infini, puis j'efface ça. Bon, je garde le L pair pour mes bosons, pour m'en souvenir. Voilà. Alors, dans le cas qui m'intéresse, donc, le cas à infini, le potentiel V effectif, c'est un potentiel qui est en 1 sur R2, ici. Donc là, c'est bien, puisque je vais avoir du 1 sur R2 qui vient du potentiel effectif d'interaction entre mes deux bosons, et puis j'ai ce 1 sur R2 qui vient de la barrière centrifuge. Pour l'instant, je ne prends pas L égale 0. Je vais spécifier L dans un instant, mais pour l'instant, je garde le L général. Donc, ma forme générale, c'est donc pour A égale l'infini, toujours, A égale plus ou moins l'infini, c'est donc en moins h bar 2 sur grand M, je remplace 2mr par grand M, D2U sur dr2, plus, alors je vais mettre le 1 sur R2 en facteur, je vais même le mettre accompagné du h bar 2 sur grand M, ça va simplifier un petit peu les choses, donc plus h bar 2 sur grand M R2, facteur 2. Facteur de quoi? Donc facteur de ça. Donc le h bar 2, je l'ai mis en facteur, j'ai mis grand R2 en facteur, j'ai mis un grand M en facteur, donc il faut que je le réinsère, et puis j'ai le 2 petit m au dénominateur et le grand oméga 2 au numérateur. Donc j'ai un grand M, celui que j'ai mis en facteur que je remets ici, 2 fois petit m, et puis oméga 2, et ça c'est avec un signe moins, c'est attractif. Et puis ensuite, j'ai le terme de l'énergie centrifuge, donc h bar 2 sur mr2, il est mis en facteur, donc il me reste simplement ici le nombre plus L plus 1. Voilà, U égale l'énergie fois U. Ou encore, je vais le mettre sous une forme qui est la forme qu'on avait utilisée
abondamment dans les premiers cours. Donc moins, alors dD sur dR2, je le note U seconde, moins U seconde, plus alpha sur R2, U égale, alors je me suis débarrassé du grand M sur H bar 2, donc il faut que je le mette ici, M sur H bar 2 fois E fois U, comme ça. Et le coefficient alpha, quel est-il? Eh bien, le H bar 2 sur M, je l'ai enlevé, j'ai le sur R2, donc le coefficient alpha, c'est simplement l'intérieur du crochet ici, c'est moins M sur 2M oméga 2 plus L plus 1. Voilà. Alors, cette équation-là, encore une fois, on l'a beaucoup étudiée. Hein, et on s'était convaincu que ce qui comptait, c'était la position de alpha par rapport au nombre moins un quart. Selon que alpha était plus grand ou plus petit que moins un quart, j'avais soit une infinité d'étaliers, soit au contraire zéro étalier dans mon problème. Et je ne m'intéresse ici qu'aux étaliers. Donc, je vous remets, bon, je vais effacer ça, je vous remets les conclusions auxquelles on est arrivé ensemble. Alors, ça devait être le cours 2, hein, où on avait fait ça en détail. Donc, premier cas, si alpha est plus grand que moins un quart, alors on a trouvé qu'il n'y avait pas d'étalier. Je vous rappelle que j'impose aussi, je ferai toujours écrire les conditions limites, U de R0 égale 0. On avait trouvé qu'il n'y avait pas d'étalier. En revanche, si alpha est plus petit que moins un quart, à ce moment-là, il y a une infinité d'étaliers. Et on avait vu en fait que les énergies de ces étaliers formaient une suite géométrique avec un rapport qu'on avait relié à alpha, je vais vous le redonner dans un instant, avec un rapport qu'on avait relié à alpha, une raison pour la suite géométrique qu'on avait reliée à alpha. Voilà, donc l'effet Efimov, il est là. Il est quand ce nombre alpha, ici, est plus petit que moins un quart. C'est l'existence d'une infinité d'étaliers. Alors, je vais maintenant... Est-ce que j'ai assez de... J'ai tout dit. Non, donc, oui, c'est ça. Je vais quand même vous réécrire cette condition ici d'une manière un petit peu plus agréable. Dire que alpha ici est inférieur à moins un quart, je peux faire passer le grand M sur M de l'autre côté pour que ce soit positif. Donc ça peut se réécrire sous la forme grand M sur M sur 2M oméga 2 doit être plus grand que L plus 1 plus un quart. Donc, et cette chose-là, c'est L plus 1,5 au carré. Voilà, donc ça c'est la condition pour que l'effet Efimov se produise dans mon problème. Si je me prends pour l'instant un moment cinétique quelconque pour mes particules, eh bien, il faut que le rapport de masse grand M sur 2 fois petit m fois ce nombre oméga 2 qui vaut 0,3 à peu près, doit être plus grand que ce L plus 1,5 ici. Donc c'est une condition sur le rapport de masse. Hein. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Tout le reste, ce sont des nombres. Oméga 2 est un nombre fixé. Petit l, c'est le canal de Von-Stich que je choisis. Donc ça me donne une condition sur grand M sur petit m. Et donc si maintenant je prends mes bosons et que je prends L égale 0, donc cette condition devient grand M sur petit m supérieur. Alors si je prends L égale 0 ici, j'ai du 1 quart, j'ai le 2 qui vient ici, donc ça va me faire du 1,5, donc ça fait du 2 sur oméga 2, si je ne me trompe pas. Et cette chose-là, 2 sur oméga 2, c'est quelque chose qui... Alors attendez, je vérifie que c'est bien. C'est 1 sur 2 oméga 2, pardon. Non, je me suis trompé. Ça me semblait trop grand. 1 sur 2 oméga 2, puisque j'ai 1 quart ici, et je multiplie par le 2 qui est là, donc le 2 est au dénominateur. 1 sur 2 oméga 2, et cette chose-là, ça vaut 1,6, je crois. Oui, c'est ça. 1,6. Alors, est-ce que cette condition-là est vérifiée? Ça dépend évidemment des atomes que je prends, mais de toute façon, si je veux que mon approximation de Born-Oppenheimer ait un sens, j'ai supposé que j'avais un infini-ontic qui était petit m sur grand M. Donc il ne faut pas que grand M et petit m soient dans un facteur 1,6. Il faut que grand M soit notablement supérieur à petit m pour avoir une chance que l'approximation de Born-Oppenheimer soit bonne. Donc dans le cadre de mon modèle, cette condition-là est certainement vérifiée. Si elle n'était pas vérifiée, tout ce qui précède s'effondrerait de toute façon. Donc ce ne serait même pas la peine de continuer. Donc à ce stade, trouver ça, ça ne me rajoute pas de contraintes supplémentaires.
Je suppose que j'ai pris des particules avec une bonne hiérarchie de masse, disons un facteur 10 typiquement, entre grand M et petit m. Donc cette condition-là, je peux dire que tout va bien. OK, elle est vérifiée, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas vérifiée, encore une fois, ce n'était pas la peine de prendre cette approche de Born-Oppenheimer, il aurait fallu prendre l'approche initiale d'Efimov et attaquer le problème de front à 3 corps. Voilà. Donc là, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire à ce stade. Voilà comment on traite ce problème effectif à 2 corps dans le cas A infini. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Bien, comme je le disais, on trouve qu'il y a une infinité d'étaliers si je prends alpha égale inférieur à moins un quart. Et cette infinité d'étaliers forme donc une suite géométrique. Cette suite géométrique, ça veut dire donc que si vous connaissez la position du niveau n, eh bien vous connaissez la position du niveau n plus 1 et n moins 1, puisque vous avez le rapport entre en-1 sur en, c'est simplement lambda 2. Qu'est-ce que c'est que lambda? Alors là, il y a toute une chaîne à faire, hein, je la mets au tableau pour que vous l'ayez sous les yeux, mais je pars de alpha, donc alpha c'est lui, et en l'occurrence, si je prends alpha égale 0, si je prends L égale 0, alpha c'est simplement moins grand m sur 2 petit m oméga 2. Connaissant alpha, ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il faut former la quantité racine de alpha plus un quart. C'est un nombre imaginaire pur si alpha est inférieur à moins un quart. J'appelle S0 ce nombre. Et ensuite, le facteur lambda qui va être le paramètre d'échelle, donner le rapport des énergies par exemple, ce nombre lambda, eh bien, c'est simplement exponentiel de pi sur S0. Voilà. Donc, je vais écrire tout ça au tableau. Donc, pour mes bosons, je pars d'un alpha qui vaut donc, écrit là-bas, moins grand m sur 2 petit m fois oméga 2. Connaissant alpha, j'en déduis S0 qui est racine de alpha plus un quart. Et donc, comme je suis dans le cas où alpha est inférieur à un quart, ça c'est un nombre imaginaire pur. Et connaissant S0, je fabrique le nombre lambda qui est exponentiel de pi sur S0. Bon, c'est mathématiquement un petit peu ardu à faire, mais il n'y a aucune malice derrière tout ça. Je dois avoir fait l'application numérique pour ce qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Si je prends un rapport de masse de 20, si je prends grand M sur petit m égale 20, à ce moment-là, S0, ça vaut à peu près I fois 1,7, et le rapport lambda, c'est vaut 6,2. Voilà. Dans ce qui va suivre, je vais souvent prendre grand M sur petit m égale 20, parce que là, je suis tranquille, l'approximation de Born-Oppenheimer est bonne, j'ai mon bon rapport de masse. Et puis ça correspond à peu près aux expériences que je vais vous décrire plus tard, qui sont faites avec ce mélange lithium-césium, où le rapport des masses vaut 22, je crois. Voilà. Alors, le paramètre lambda donc, qui va rentrer dans mes équations, hein, il dépend du rapport de masse, bien sûr, c'est ce qui est écrit là-bas. Voilà, là, je vous ai mis les valeurs numériques que j'ai écrites au tableau là-bas. Pour un rapport de masse de 20, j'ai lambda égale 6,2. Vous sentez, je pense intuitivement, que si vous voulez faire des expériences et voir cette succession de niveaux, là, vous avez intérêt à ce qu'ils soient assez proches les uns des autres. Hein. Vous ne voulez pas avoir des niveaux trop espacés, parce que sinon c'est difficile de détecter beaucoup de niveaux s'il y a des ordres de grandeur entre les deux niveaux successifs. Donc on veut que lambda soit le plus proche possible de 1, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher des rapports de masse les plus grands possibles. Vous voyez, à 20, j'ai ce rapport de masse qui vaut 6,2, donc le rapport des énergies lambda 2 sera déjà de l'ordre de 38. Si jamais je ne prenais pas 20, mais si je prenais 5 par exemple, bon, déjà l'approximation de Born-Oppenheimer ne serait pas très bonne, mais là j'aurai un lambda qui vaut 60, donc un lambda 2 qui vaudrait 3600, et là ce sera vraiment très très difficile de voir des successions de niveaux. Donc on a intérêt à aller vers des situations où j'ai une hiérarchie de masse très marquée. Voilà. Alors, un mot sur les fermions polarisés, toujours dans le cas A égale infini, hein, j'aurais peut-être dû l'écrire ici, A égale plus ou moins l'infini. Des fermions polarisés, toujours dans le cas A égale plus ou moins l'infini. Donc, comme je vous le disais, pour des fermions, il faut que je prenne un moment cinétique 1, ou 3, ou 5, etc., pour avoir cette fonction antisymétrique. La condition qui est écrite ici, alpha inférieur à moins un quart, ou si vous préférez cette condition-là,
Quand je prenais L égale 0, ça donnait un petit nombre. Dès que je prends L égale 1, ça va être nettement plus grand, puisque je vais remplacer mon 1 quart ici par 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 3,5 au carré, donc par 9 quarts. Donc ça va être, la condition ici va être 9 fois plus difficile à remplir, puisqu'au lieu d'avoir 1 quart, j'ai 9 quarts. Ce qui veut dire, quand vous faites l'application numérique, qu'il faut aller vers des rapports de masse, si vous suivez la pression de Born-Oppenheimer, de l'ordre de 14. 14.0, et puis après il y a des chiffres après ça. Le résultat exact, quand on ne prend pas la pression de Born-Oppenheimer, mais quand on traite le problème numériquement, le problème à 3 corps numériquement, on ne trouve pas 14, on trouve 13.6. Bon, ça veut juste dire que la pression de Born-Oppenheimer est bonne, hein, à quelques pourcents près. Donc ça veut dire que, autant pour des bosons, c'était facile de la satisfaire, cette relation, pour des fermions, il va falloir aller travailler. C'est-à-dire que le principe de Pauli fait que mes deux particules lourdes n'ont pas du tout envie de se rapprocher l'une de l'autre. Et donc, pour contrebalancer ce principe de Pauli, il faut que la force du potentiel en 1 sur R2, son coefficient ici, soit considérablement plus grand que pour des bosons, pour accepter de, malgré tout, former un étalier de ces deux fermions. Alors, je vais vous décrire tout à l'heure des expériences faites avec des bosons. Pour des fermions, ça n'a pas été testé encore, cette prédiction-là. Il y a un couple qui est prometteur, c'est le couple lithium-6, ytterbium-171. Ytterbium-171 est un fermion. Et donc, a priori, on devrait pouvoir former des trimères, lithium, ytterbium, ytterbium. Mais encore une fois, il n'y a pas eu d'expérience faite là-dessus. Et puis, c'est le moment pour moi de vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré les L égale 2 pour des bosons ou les L égale 3 pour des fermions. Si je prends par exemple le L égale 3 pour des fermions, au lieu de L égale 1, donc si je dis qu'est-ce qui se passe dans un canal de Mann-Ciétique plus élevé, là, à ce moment-là, le rapport des masses que vous trouvez pour L égale 3, à cause de ce L carré qui intervient ici, ça va encore être plus difficile que pour L égale 1, 9 fois plus difficile à peu près. Et donc, au lieu du 14 que vous trouviez pour L égale 1 ici, eh bien, vous tombez sur 76. Et là, si vous prenez le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couples d'atomes qui sont dans des rapports 76, enfin, au-delà de 70. La seule option, ce serait de prendre pour petit m l'atome d'hydrogène, m égale 1. À ce moment-là, il y a des possibilités. Mais l'atome d'hydrogène n'est pas très facile à manipuler dans des gaz d'atomes froids parce que ce n'est pas des bonnes longueurs d'onde. Donc, du coup, il faut aller vers des atomes petit m plus lourds. Mais si vous multipliez la masse, ne serait-ce que pour l'hélium, si vous multipliez la masse de l'hélium, donc 4 par 76, vous tombez sur des éléments lourds qui n'existent pas, au moins pas au laboratoire. Donc il n'y a pas de moyen de satisfaire ce canal pour L égale 3. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se restreint au premier canaux de Mann-Ciétique disponible, 0 pour les bosons et 1 pour les fermions. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais discuter ce qui se passe autour de la résonance. D'abord pour A négatif, et puis ensuite pour A positif. Alors, prenons A négatif, déjà, pour commencer. Donc, le potentiel, il est encore au tableau, ici. C'est un potentiel qui est clairement de portée finie, puisqu'il est à support compact, en fait. Il est nul en dehors d'un intervalle, R0 fois petit a, et il est strictement nul en dehors de cet intervalle. Donc pour un potentiel comme ça, on sait que le nombre d'étaliers est forcément fini. Je ne vais pas avoir un nombre infini d'étaliers dans un potentiel qui est à support borné, comme ça. Donc contrairement au cas A plus infini où j'avais un nombre infini d'étaliers, c'était l'effet Efimov, dans le cas d'un potentiel de portée finie, j'ai un nombre fini d'étaliers. Et ce nombre d'étaliers, là j'en ai dessiné 3 dans ce potentiel, il dépend donc de 2 paramètres sans dimension. Le premier, c'est le rapport de masse, grand M sur petit m, et le second, c'est le rapport de 2 longueurs, la longueur de diffusion, que j'ai mis ici en valeur absolue pour avoir un nombre positif, divisé par R0. Si vous voulez, c'est l'intervalle que j'ai à ma disposition ici entre grand R0 et valeur absolue de A. Alors là, il faut se tourner vers un ordinateur quand même pour trouver combien j'ai d'étaliers. Donc je vous donne juste un résultat, et puis après je commenterai ce résultat sur des graphes. Si je prends mon rapport de masse favori, grand M sur petit m égale 20, eh bien je trouve que je n'ai pas d'étalier dans ce potentiel tant que la longueur de diffusion ne dépasse pas 11 fois R0. Donc il faut que j'ai au moins un ordre de grandeur, 10, 11, un ordre de grandeur, entre R0 et A pour voir le premier étalier apparaître dans ce potentiel.
Ensuite, je vais avoir un étalier. Quand je vais augmenter ma longueur de diffusion, quand je vais me rapprocher de la résonance, donc j'augmente ma longueur de diffusion en valeur absolue, elle devient de plus en plus négative, si vous voulez, compte tenu de son signe, je vais avoir un seul étalier tant que la longueur de diffusion n'atteindra pas 73 R0. Au-delà de 73 R0, j'en aurai 2 jusqu'à 455 R0, etc. Donc, plus ma longueur de diffusion se rapproche de la résonance, de la valeur infinie, plus j'ai d'étaliers qui apparaissent dans ce potentiel. Alors, on va tracer ça sur un graphe pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Donc, je choisis ce rapport de masse 20, et ce que je vous propose, c'est de tracer les énergies de mes étaliers en fonction donc, du deuxième nombre sans dimension. Et je vais prendre R0 sur A, donc je mets A au dénominateur, comme ça la résonance se produit quand 1 sur A égale 0. Voilà. Et donc je vous ai dit, j'ai mes seuils d'apparition d'étaliers, donc si je mets A au dénominateur, ce sera moins 1 onzième, moins 1 73e, moins 1 sur 455, etc. Donc ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup d'écart entre ces nombres, hein, entre 11, 73, 455. Donc si j'essaie de mettre tout ça sur un graphe linéaire sans précaution, en fait on ne va rien voir. On va en voir un, et puis les autres, ils sont tous au voisinage de l'origine. Donc ça favorise des coordonnées un peu spéciales. Un premier choix possible, c'est de prendre des coordonnées logarithmiques. Alors c'est ce que je vous propose pour commencer, puis après je vous montrerai un deuxième choix. Donc voilà, ça c'est des coordonnées logarithmiques, à la fois pour R0 sur A, et puis pour l'énergie. Donc R0 sur A, ici vous voyez, moins c'est négatif, hein. Je suis du côté négatif de la résonance. Donc moins 10 moins 1, donc ça veut dire que A ici, dans cette zone-là, est inférieur à 10 R0 en valeur absolue. Là, entre 10 moins 1 et 10 moins 2, puis 10 moins 2, 10 moins 3, etc. Et là, je vous ai mis les énergies également en coordonnées logarithmiques. Donc ça, c'est l'énergie de l'étalier que je fais apparaître dans ce puits de potentiel. Donc quand je suis ici, donc quand mon A n'est pas assez grand en valeur absolue, je n'ai pas d'étalier du tout. Dans cette zone-là, qui correspond donc entre moins 1 onzième et moins 1 73e, j'ai un étalier qui est l'état rouge ici. Puis à cette valeur-là, j'ai le deuxième étalier qui apparaît. Donc là, dans cette zone-là, j'ai 2 étaliers, puis 3. Et plus je vais aller vers la résonance, plus j'aurai d'étaliers qui vont apparaître. Alors, aller vers la résonance, ça veut dire prendre A qui tend vers l'infini, donc R0 sur A qui tend vers 0. Donc en coordonnées logarithmiques, la résonance, elle est complètement à droite, hein, à l'infini à droite. Et ce que vous pouvez voir tout de suite sur ce graphe, ce qui est normal, hein, c'est qu'on retrouve par continuité le résultat qu'on avait pour A égale l'infini, c'est-à-dire l'infini d'étalier qui est l'état Efimov, là, sont les valeurs asymptotiques de mes énergies que je trace ici pour cet édifice grand M, grand M. Ce que vous avez ici, ce sont les états qu'on avait, les états d'Efimov, avec un rapport lambda carré entre l'énergie du n égale 0 et du n égale 1, lambda carré du n égale 1, du n égale 2, et puis j'en aurai comme ça de plus en plus qui vont apparaître au fur et à mesure où je vais rapprocher R0 sur A de 0, et donc je retrouve bien, quand A est infini, c'est-à-dire infiniment loin vers la droite de ce diagramme, je retrouve bien ma séquence infinie d'états d'Efimov. Donc il y a bien continuité entre ce qui se passe pour A négatif et A égale l'infini. Donc cette série géométrique, là, enfin cette suite géométrique, pas série, cette suite géométrique, ben, on la comprend bien. Une chose que vous voyez peut-être, et que je vais vous démontrer, c'est qu'il y a aussi une relation remarquable entre les points d'apparition de mes trimères successifs ici. Si vous êtes habile en calcul mental, vous avez peut-être remarqué que les nombres que je vous ai donnés, là, les 11, 73, 455, eh bien, ils sont dans un rapport à peu près lambda. Lambda, c'est celui qui est toujours écrit là-bas. Hein. Comme j'ai pris grand M sur petit m égale 20, c'est le 6.2 que j'ai écrit ici. Eh bien, ils sont dans un rapport lambda ici, et ça, c'est remarquable. Le rapport lambda 2 qui est là, on pouvait s'y attendre par continuité, mais celui-là, a priori, on ne pouvait pas le pressentir. Donc, il va s'agir d'expliquer ça maintenant. Alors, avant de le faire, je vous donne une deuxième représentation graphique possible, que moi, personnellement, je préfère, qui est une représentation où on garde des coordonnées linéaires, mais au lieu de tracer vraiment les quantités qui nous intéressent, à savoir 1 sur A et puis l'énergie, eh bien, on va tracer des racines carrées ou des racines quatrièmes de ces quantités, histoire de les compacter un petit peu. Donc, plutôt que de tracer 1 sur A, on va mettre 1 sur racine de A. Alors, comme A est négatif, il faut faire attention, on va prendre racine de valeur absolue de A. Et puis, pour se souvenir que c'est quand même négatif, eh bien, on met un moins 1 au numérateur. Et pour l'énergie, eh bien, on va carrément prendre la puissance 1 quart de l'énergie.
Donc je vais tracer moins valeur absolue d'énergie à la puissance 1 quart. Alors quand on fait ça, ça resserre quand même pas mal tous nos graphes. Et donc exactement les mêmes données que sur le graphe en coordonnées logarithmiques précédentes. Voilà comment il se met. Et la raison pour laquelle je préfère ces coordonnées-là, c'est que du coup, là, on voit vraiment où se situe la résonance. La résonance, elle est pour A égale l'infini, donc 1 sur A égale 0. Donc la résonance, c'est cet axe-là, vertical. Et puis l'énergie nulle, eh bien, elle est aussi représentée sur le graphe, elle n'est pas repoussée au plafond, elle est ici. Voilà. Donc comme ça, on retrouve nos petits. Et puis les points que je vous signalais tout à l'heure pour l'apparition du premier étalier ici, du deuxième étalier, et on les retrouve simplement au lieu d'avoir 1 onzième, 1 73e, on a 1 sur racine de 11, 1 sur racine de 73, etc. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais plutôt utiliser ce système de coordonnées-là que le système de coordonnées logarithmiques qui, comme je vous le disais, nous permet de voir les axes qui sont intéressants, l'axe 1 sur A égale 0, la résonance ici, et l'énergie nulle là. Donc, comme je disais, ici, on retrouve le rapport. Donc, comme j'ai pris la puissance 4e de l'énergie et que mes niveaux sont lambda 2, normalement, facteur d'échelle lambda 2, quand je prends la puissance 1 quart, je trouve lambda puissance 1,5. Et comme je vous annonce ici un facteur lambda dans les longueurs de diffusion, eh bien, quand je prends la racine carrée de lambda ici, j'ai encore lambda puissance 1,5. Et je me retrouve avec un graphe qui est remarquable, hein, un graphe où mes énergies semblent former à peu près des arcs de cercle. Ce n'est pas exactement des arcs de cercle, mais semblent former à peu près des arcs de cercle. Et ce que vous pressentez, c'est qu'en fait, ces arcs de cercle sont tous homothétiques les uns des autres, avec ce facteur, compte tenu du choix des coordonnées, lambda puissance 1,5. Et c'est ça que j'aimerais qu'on montre ensemble maintenant. Voilà. Alors, plus précisément, ce que j'aimerais faire, c'est donc montrer cette relation générale que, une fois que je connais l'énergie de l'étalier n-1, donc par exemple la courbe orange ici, En-1 de A, eh bien, je peux en déduire l'énergie du suivant, de la courbe bleue ici, En de A, parce qu'on a une relation très simple qui est que En-1 de A sur lambda, c'est-à-dire que si je fais un changement d'échelle de A du paramètre lambda, qui est toujours le même, hein, celui qui est écrit au tableau là-bas, eh bien, ça revient à faire un changement d'échelle de l'énergie par un facteur lambda 2. Alors, je vous propose de montrer cette relation qui est vraiment centrale parce que ça montre que l'universalité des Fimov, elle n'est pas valable seulement à résonance, mais elle reste valable quand je m'écarte de résonance, ici du côté A négatif, mais ce que je vous dis là sera également vrai du côté A positif. Alors, un effaceur, voilà. Et donc, essayons de montrer cette loi d'échelle générale, le fait que je peux déterminer un arc de cercle, ou quasi-arc de cercle, déterminer le n plus unième en fonction du nème. Bon, je vais peut-être effacer ce graphe-là et puis le refaire en plus grand pour que ce soit plus clair. Voilà, donc je repars de mon graphe. Donc, en fonction de R, on a donc ce potentiel V effectif de R. Je suis dans le cas A négatif, donc il n'y a pas de dimère petit m grand m qui se forme. Et donc j'ai mon énergie qui varie comme ça. Voilà. Avec mon cœur dur que je mets ici en R0. Et puis j'ai donc des étaliers là-dedans. Alors je vais changer de couleur. J'ai l'état fondamental qui, comme on le sait, n'a pas de nœud, donc il est nul en R0, et puis il va être comme ça. Puis je vais avoir un premier état excité qui va être... Alors, je vais tracer mes états, non pas en fonction de log de R, non pas en fonction de R, mais en fonction de log de R. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble dans le cours 1 ou 2, qu'en fait, les états liés dans le potentiel en 1 sur R2, puisque je vous rappelle que ça ressemble à du 1 sur R2, au moins au voisinage de l'origine, eh bien, c'est quasiment des sinusoïdes si je trace en fonction de log de R et pas de R. Donc, je vais les tracer en fonction de log de R, et à ce moment-là, eh bien, je peux les tracer simplement. Lui, il va ressembler à ça. Et puis, le suivant, il va ressembler à quelque chose comme ça, etc. Avec des périodes qui sont à ce moment-là presque toujours la même, jusqu'à ce que le potentiel commence à différer de 1 sur R2. Mais tant que mon potentiel est à peu près en 1 sur R2,
eh bien, je sais que j'ai cette variation simple pour mes états. Et plus précisément, je sais que si j'ai un nœud au point R0 ici, eh bien, je sais que pour mon premier état excité, par exemple, ce nœud-là, il sera à peu près en lambda fois R0. Où lambda, c'est toujours le même, hein, c'est le paramètre là-bas que je déduis du potentiel en 1 sur R2. Voilà, et puis lui, bah, pareil, il aura un nœud au même endroit, et puis ce nœud-là, il sera en lambda carré R0, etc. Bien. Donc, je vais partir du nème état lié, hein, dans ce potentiel-là. Donc, je pars de un état UN de grand R, et je mets explicitement la dépendance en petit a, puisque je vais devoir faire un changement d'échelle sur petit a. Donc, UN de R de A, par définition, il est solution de mon équation différentielle. Alors, je l'écris... oui. Il est solution de mon équation différentielle, moins h bar 2 sur grand M, c'est 2 fois la masse réduite toujours, hein, D2 UN sur DR2, plus V effectif de grand R et de petit a. Là encore, je mets la dépendance explicite en petit a pour m'en souvenir. UN de R A égale EN de A fois UN de RA. Voilà. Bien, donc ça c'est, voilà, si je prends mon état ici, donc ça, celui-là c'est le n égale 0, hein, celui-là c'est le n égale 1, celui-là c'est le n égale 2, donc par exemple, ce que je vous ai écrit là, c'est pour le n égale 2. Et ce que je vous propose, c'est de considérer maintenant un état, enfin une fonction v de r, que je vais définir comme, alors que je l'écrive bien, UN de lambda R A. C'est-à-dire que je prends ma fonction UN qui est écrite ici et je lui fais une homothétie lambda R. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de cette fonction V de R? Alors, UN, lui, il a n nœuds. Hein, UN a n nœuds. C'est-à-dire que l'état U0, l'état fondamental, n'a pas de nœud. L'état n égale 1 a un nœud qui est celui-ci, n égale 2 en a 2, etc. Bien. Et je sais que le premier nœud de UN, il est, comme je l'ai dit, en lambda fois R0. Donc, quand je fais ça, quand je fais mon changement d'échelle comme ceci, eh bien, j'en déduis tout de suite que V au point R0, qui est donc égal à UN au point lambda R0 fois A, c'est nul. Donc ma fonction V, première chose intéressante, elle va vérifier ma condition limite. C'est approché, hein, parce que le nœud n'est pas exactement lambda R0, mais disons que en première approximation, ma fonction V de R0 va vérifier ma condition limite, va s'annuler en R0. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire de faire ce changement-là? Eh bien, si je prends des coordonnées logarithmiques ici, ça veut dire que je vais prendre mon état UN, par exemple celui-ci, et changer R en lambda R, ça veut dire prendre cet état en bloc et le translater d'une quantité qui est log de lambda. Donc ça veut dire que j'amène ce nœud ici à l'origine, ce nœud-là, je vais l'amener ici, etc. Donc je vais translater cette fonction en bloc, et donc je pressens que je vais retomber sur quelque chose qui est voisin de la courbe n égale 1. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est que la fonction V de R, en fait, est éligible comme état propre de mon problème, mais avec un A différent, pour un nombre quantique diminué d'une unité. Alors, petit v, il est clair que quand je fais cette translation, là, quand je prends mon n ici et que je translate d'une unité et que j'oublie tout ce qui vient en dessous, au-delà du cœur dur, là, pour R inférieur à R0, eh bien, j'ai diminué le nombre de nœuds d'une unité, puisque j'ai amené ce point-là ici, celui je l'ai ramené ici, donc V, il satisfait la condition limite, et par ailleurs, V de R0 a n-1 nœud. Bon, donc il est éligible en tant que fonction pour un-1, mais maintenant il s'agit de préciser de quelle équation il s'agit. Alors, pour ça, j'ai besoin de place. Si je prends l'équation qui me sert à définir UN, celle que j'ai écrite là, et si je remplace partout
R par lambda R. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand je fais la substitution R lambda R, eh bien le terme déjà en D2 sur DR2, lui, il va être affecté. D2 sur DR2, il va prendre en 1 sur lambda 2 en préfacteur D2 sur DR2. Pas de surprise. Qu'est-ce que je peux dire maintenant du V effectif? Qu'est-ce que je peux dire du V effectif quand je remplace partout R par lambda R dans cette équation? Qu'est-ce que je peux dire de V effectif de lambda R fois A? Alors V effectif, je l'ai écrit là-haut, donc ça tombe bien. Donc V effectif de lambda R fois A, c'est donc moins H bar 2 sur 2m, 1 sur valeur absolue de A, plus ma fonction de Lambert, W, de E puissance, donc c'est plus grand R sur valeur absolue de A, divisé par grand R. Alors, pardon, je remplace R par lambda R, donc il faut que je mette un lambda ici, puis un lambda R là. Et tout ça est au carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai vu apparaître ce lambda ici, je vais sortir le lambda du crochet, donc j'ai un moins H bar 2 sur 2m, 1 sur lambda 2. Et qu'est-ce qui va me rester ici? Le premier terme, ça va être 1 sur... Alors, comme j'ai sorti un 1 sur lambda 2 d'un carré, j'ai un lambda à l'intérieur ici. Donc, j'ai du lambda sur A, ou si vous voulez, 1 sur A divisé par lambda. Première chose. Et puis ici, j'ai W de lambda R sur A, que je peux réécrire en faisant passer le lambda au dénominateur. W de exponentielle de R divisé par A sur lambda, toujours. C'est juste passer le lambda ici au dénominateur. Et puis ici, j'avais du lambda R, mais ce lambda, je l'ai mis en facteur, donc j'ai du R comme ça. Et ça, c'est rien d'autre que 1 sur lambda 2 fois le V effectif au point R pour la longueur de diffusion A sur lambda. Donc ça, c'est le résultat auquel je voulais arriver, c'est-à-dire que ce que je vois maintenant, c'est que ma fonction petit v, que j'obtiens, donc l'équation vérifiée par ma fonction petit v, que j'obtiens en remplaçant R par lambda R dans cette équation, eh bien, ça va être la même équation qu'ici, simplement le terme cinétique est affecté de 1 sur lambda 2, le terme potentiel est affecté de 1 sur lambda 2, mais le potentiel qui intervient n'est pas le potentiel initial, c'est un potentiel qui correspond à la longueur de diffusion, non plus A, mais A sur lambda. Donc, si j'écris cette équation, je vais essayer de la caser ici, l'équation vérifiée par mon V, c'est moins H bar 2 sur M D2V sur DR2, plus donc V effectif de R fois A sur lambda, V, égale, alors j'avais un 1 sur lambda 2 qui était ici, j'ai 1 sur lambda 2 qui est ici, donc je fais passer le lambda 2 à droite, donc lambda 2 En de A fois V. Et donc cette fonction V, elle satisfait bien l'équation de Schrödinger pour mon problème, mais elle a n-1e, et c'est pour le problème avec A sur lambda. Donc j'en déduis que ma fonction V, en fait, ma fonction V de R, c'est la fonction un, un quotient multiplicatif près, un-1 de R pour le problème A sur lambda. Et une fois que j'ai ça, eh bien, ça veut dire que l'énergie que j'ai là, lambda 2 En de A, c'est la valeur propre que j'attends pour le problème pour n-1 de A sur lambda. Voilà, et ça c'est la relation que j'avais annoncée là-haut. En-1 de A sur lambda, c'est lambda 2 fois En de A. Donc ça me donne cette relation finalement d'homothétie de différents arcs de cercle. Là, encore une fois, ce n'est pas des vrais arcs de cercle, mais des quasi-arcs de cercle qui sont ici. Alors, il y a deux cas intéressants, enfin, tous les cas sont intéressants, mais il y a deux cas particuliers importants, c'est l'axe horizontal et l'axe vertical, ici, sur mon graphe. Donc, je peux les réécrire, sachant que... Ça, je peux l'effacer maintenant. Sachant que l'axe vertical, on l'a déjà étudié, mais donc je peux le reprendre. L'axe vertical. Donc, l'axe vertical, ça consiste à se mettre à résonance, ce que j'appelle l'axe vertical, c'est lui ici, c'est prendre A égale l'infini, 1 sur A égale 0 ici. Donc si vous prenez A égale l'infini là-dedans, bah, ici vous avez l'infini, ici vous avez l'infini, donc c'est à résonance. Et donc à résonance, ce que vous trouvez, c'est que lambda 2 En
que je vais écrire résonant, égale En-1 résonant. Donc ça, c'est la loi d'échelle qu'on a déjà donnée, c'est la loi d'échelle du potentiel en 1 sur R2, pas de surprise. On est content de la retrouver avec cette relation générale, mais c'est le rapport lambda 2 que j'annonçais tout à l'heure. Quant à l'axe horizontal, eh bien ça c'est la loi qu'on a pressentie ensemble en regardant les graphes. Si je prends l'axe horizontal, c'est donc l'axe des énergies nulles, c'est le moment où le nème étalier grand M disparaît quand je me rapproche de l'axe des X. Et donc ça me dit quoi? Eh bien, ça me dit que si j'appelle, donc je vais le noter AN, A-N, le point, je ne l'ai pas écrit ici, si, j'ai introduit cette notation ici, A-0, A-1, A-2, le point où cette courbe touche là, eh bien, le point où l'énergie s'annule, ici, pour le nème état, ce que je vois, c'est que A-N, quand je prends cette limite-là et que je fais tendre E vers 0, donc le lambda 2 importe peu, mais le A-N est égal à A-N-1 sur lambda. C'est bien dans ce sens-là. A-N, où A-N est plus grand. Oui, non, c'est dans l'autre sens. Alors, excusez-moi, je vérifie sur mes notes, mais il faut juste le prendre dans le bon sens, donc il ne faudrait pas que j'écrive une bêtise. Oui, c'est ça, c'est A-N-1 égale. Oui, donc c'est ce que j'ai écrit là. A-N est égal à A-N-1 fois lambda. A-N est plus grand que A-N-1. Voilà, donc avec cette relation-là, eh bien, on a, comme ça, on peut déduire des relations remarquables, mais vous pouvez en établir d'autres si vous prenez n'importe quel rayon vecteur comme ceci. Bien, alors on peut la tester, cette symétrie d'échelle, plus quantitativement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes mes quasi-arcs de cercle ici, et puis je les ai mis ensemble, simplement en faisant la loi d'échelle, donc en lambda puissance n sur les longueurs de diffusion, lambda puissance 2n sur les énergies. Et vous voyez qu'effectivement, ils se mettent tous les uns sur les autres, sauf le n égale 0. Mais le n égale 0, lui, il est vraiment marginal, puisque mon argument sur les niveaux, sur la position des nœuds pour chacun des niveaux d'énergie, pour le n égale 0, il s'applique quand même un peu moins bien. Donc, mis à part le n égale 0, qui est un tout petit peu à part, qui fait un tout petit peu bande à part, les autres se mettent vraiment les uns sur les autres. Donc, cette relation est très bien vérifiée, au moins quand vous prenez un grand M sur petit m assez grand, comme 20. Voilà. Alors, le cas A positif, il se traite exactement de la même façon, donc je vais être beaucoup plus rapide pour lui. Je vous ai déjà annoncé la forme du potentiel, le fait qu'il existe le dimère ici, donc l'asymptote à considérer, c'est l'énergie du dimère moins h bar 2 sur 2m2. Ce potentiel pour A positif est également à portée finie, alors il n'est pas strictement nul en dehors de l'intervalle, mais c'est un potentiel de Yukawa, donc c'est un potentiel à portée finie. Donc là encore, on s'attend à avoir un nombre fini d'étaliers, contrairement au cas A, longueur de diffusion infinie, où j'ai l'effet Efimov. Et donc, les étaliers, ce que j'appelle étaliers, c'est des états dont l'énergie est inférieure à la valeur asymptotique du potentiel. Sinon, si jamais je prends un état qui a une énergie au-dessus de cette limite-là, eh bien, j'ai une dissociation de mon trimère pour former un dimère léger lourd et puis l'autre lourd qui est à l'infini. Alors, on peut tracer les énergies de ces niveaux pareil, comme on l'a fait pour le cas A négatif, on peut le tracer pour le cas A positif. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai toujours mon choix de coordonnées, soit des coordonnées logarithmiques, soit des coordonnées linéaires écrasées. En coordonnées logarithmiques, voilà ce que vous avez. Donc R0 sur A, qui maintenant est positif, donc petit 1, 10-2, 10-4. L'énergie du dimère, c'est moins h bar 2 sur 2m2. Donc quand je le trace en coordonnées logarithmiques, ça me donne une droite de pente moins 2. Log de E dimère, c'est moins 2 fois log de A. Donc voilà l'énergie du dimère qui est ici. Et donc, ce que je vois, c'est que pour une valeur donnée de R0 sur A, prenons par exemple R0 sur A égale 10-2, c'est-à-dire A égale 100 fois R0, eh bien, je vois que j'ai 4 étaliers, n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et si je prends au contraire R0 sur A égale simplement 10, donc une plus petite longueur de diffusion, à ce moment-là, l'état
n égale 3 ici, a disparu, c'est-à-dire qu'il est allé se fondre dans l'énergie du dimère, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est plus favorable de former un dimère et puis de mettre l'autre lourd à l'infini, plutôt que de garder un système à 3 corps liés. Donc l'état tracé en violet ici a disparu. En revanche, il m'en reste 3, l'état n égale 0, n égale 1, n égale 2. Et puis si vous allez à R0 sur A égale 1, à ce moment-là, j'ai plus qu'un état lié qui reste, c'est l'état n égale 0. Et puis si j'allais encore plus loin, eh bien, ce dernier état lié disparaîtrait. Donc le nombre d'états liés peut être nul, mais en tout état de cause, il est forcément fini, puisque j'ai un potentiel à portée finie, un potentiel de type Yukawa. Et ça, c'est donc pour des coordonnées logarithmiques. Dans les coordonnées logarithmiques, la résonance est repoussée à l'infini. Donc cette fois-ci, c'est l'infini vers la gauche, puisque je dois faire tendre A vers l'infini. Donc R0 sur A tend vers 0+. Et donc là, vous récupérez l'échelle lambda 2 qu'on connaît bien, la suite géométrique de mes niveaux. Et si vous préférez les coordonnées linéaires resserrées, comme moi, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Donc vous retrouvez exactement les mêmes courbes qu'au graphe précédent, avec ici, donc, puisque je prends racine de A en abscisse et l'énergie en puissance 1 quart, eh bien, mon énergie du dimère, c'est toujours une droite, hein, puisque vous prenez la puissance 4e ici, et donc vous avez du racine de A qui va apparaître. Donc voilà l'énergie du dimère en pointillé. Et puis vous voyez donc l'état n égale 2 ici, qui cesse d'exister à partir d'une certaine valeur de R0 sur A, l'état n égale 1 qui est ici, qui va cesser d'exister peu après, et puis l'état rouge, n égale 0, qui va vivre plus longtemps en fonction de R0 sur A. Voilà, la symétrie d'échelle que j'avais expliquée pour le cas négatif au tableau reste vraie dans ce cas positif. Donc je ne vais pas la redémontrer, la démonstration serait rigoureusement identique. Donc vous avez toujours cette relation en-1 de A sur lambda égale lambda 2 en de A. Et vous voyez qu'elle se vérifie bien. Je peux mettre toutes les courbes les unes sur les autres, toutes ces courbes que vous avez vues jusqu'à maintenant les unes sur les autres, en mettant lambda puissance n en abscisse ici et lambda puissance 2n puissance 1 quart en ordonnée là. Voilà, donc le cas A positif n'apporte pas grand-chose par rapport au cas négatif sur le plan mathématique. Et on peut mettre tout ce petit monde ensemble. Alors c'est là que c'est intéressant d'avoir des coordonnées linéaires, parce que je peux vraiment mettre tout le monde sur le même graphe sans tricher. Donc voilà mes courbes pour mon état fondamental. Donc ça, c'était les arcs de cercle, les quasi-arcs de cercle que j'avais du côté A négatif ici. Ceux-là, c'est les côtés A positifs, c'est ceux qu'on vient de voir. La résonance, elle se situe sur cet axe-là. Donc à résonance, vous avez une infinité d'états liés pour le système à 3 corps, grand M, petit m. Et puis dès que vous vous écartez de la résonance, aussi bien du côté négatif que positif, vous avez un nombre fini d'états liés, voire 0 si vous vous mettez ici, ou si vous mettez trop loin sur la droite, ici. Bien. Les états qu'on a ici, du côté A négatif, eh bien, ils répondent à la dénomination d'état borroméen que j'avais introduite dans les tout premiers cours, dans le sens qu'il n'existe que parce que les trois particules sont là ensemble, hein, puisque comme A est négatif, je sais que je n'ai pas d'état lié petit m, grand M, hein, et par ailleurs, je n'ai pas d'état lié grand M si je n'ai pas la particule légère, puisque la seule chose que j'ai mise sur l'interaction grand M direct, c'est un cœur dur pour les empêcher de s'approcher auprès l'un de l'autre. Mais ce n'est pas ça qui va créer une attraction. Donc les états qu'on a ici, tout cela, sont des états qu'on peut qualifier de borroméens. Et puis, je termine par des points remarquables sur ce graphe. Les points remarquables, eh bien, ce sont les... Bon, il y a évidemment la résonance à infini ici, mais pour les expérimentateurs, ce n'est pas évident d'aller travailler juste à résonance. Et donc, ce que les expérimentateurs cherchent plutôt, c'est les points où le trimère cesse d'exister. Donc, le trimère cesse d'exister soit en ce point-ci, le point donc pour le nème état lié, ce sera le point que je vais noter A-n. Enfin, vous avez déjà vu cette notation apparaître. Et puis, il peut aussi exister du côté A positif, parce que son énergie devient supérieure à l'énergie dimère d'un côté, particule isolée de l'autre. Alors, la logique aurait voulu qu'on appelle ce point-là A plus n, puisqu'on a appelé celui-là A moins n, mais comme vous le savez, la logique n'est pas toujours respectée. Et le poids des traditions, ce n'est pas une tradition longue, hein, ça date d'il y a 10 ans, mais c'est de l'appeler A étoile n, et on garde A plus pour autre chose. Donc on l'appelle A étoile n, ce point où le dimère cesse d'exister du côté A positif, parce que le trimère cesse d'exister du côté A positif,
parce que son énergie devient supérieure à celle du dimère. Donc ce qu'on a vu, c'est des lois d'échelle. Cette loi d'échelle, on l'a vu, elle est écrite au tableau. Hein, A moins n sur A moins n-1 égale lambda. Donc je revérifie encore que je ne me suis pas trompé dans le sens du lambda. Oui, c'est bien ça. On a une même loi d'échelle pour les A étoiles. A étoile n sur A étoile n-1, c'est également égal à lambda. Ça découle directement de la loi d'échelle sur les énergies que j'ai écrite. Et donc, quelque chose d'intéressant et un test profond de l'effet Efimov qu'on verra dans un cours ultérieur, c'est de relier ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite, c'est-à-dire de regarder le rapport entre le A-n ici et le A étoile n là. Donc ce rapport, c'est une fonction du rapport grand M sur petit m. Pour mon choix de masse, rapport de masse de 20, eh bien, ce rapport vaut à peu près 40. Il n'a pas été testé expérimentalement sur ce système avec grand M différent de petit m, mais c'est une chose qui serait intéressante à faire, c'est de vérifier ce rapport de masse, ce rapport de longueur en fonction du rapport de masse. Voilà. Alors, j'en viens maintenant aux expériences. Alors, des expériences sur ce système petit m, grand M, grand M, il y en a eu toute une série qui a été faite. Elles ont été faites après, en fait, les vérifications de l'effet Efimov à 3 corps identiques. Mais je vais d'abord vous décrire ces expériences petit m, grand M, puisque elles illustrent directement ce qu'on vient de faire. Donc, je ne respecte pas l'ordre chronologique. Des expériences, des mélanges expérimentaux qui ont été étudiés, il y en a eu plusieurs. Donc, je vais vous parler, moi, d'expériences qui ont été faites à Heidelberg et à Chicago, dans les groupes qui ont travaillé sur le mélange lithium-césium, que j'ai déjà présenté, rapport de masse de 22. Il y a eu d'autres expériences faites à Florence, à Boulder, Aarhus, Osaka, sur des mélanges potassium-rubidium. Là, le rapport des masses est beaucoup plus faible, il ne vaut que 2. Et puis, il y a eu aussi à Tübingen une expérience sur un mélange lithium-rubidium avec un rapport des masses de 12. Mais je dirais les illustrations directes de ce qu'on a vu aujourd'hui sont très, très bien fournies par les résultats expérimentaux de Heidelberg et de Chicago. Alors, comment est-ce qu'on fait pour étudier cet effet Efimov? Donc, pour étudier l'effet Efimov, il faut avoir une résonance de diffusion. Il faut avoir une longueur de diffusion qui devient très grande, qui peut être positive, négative, mais qui devient très grande. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle une résonance de Fano-Feshbach. Ces résonances de diffusion, je les avais décrites en détail dans un cours il y a 2 ans, je crois. Donc je ne vais pas revenir en détail dessus, ce serait beaucoup trop long. Pour le dire très très vite, ce qu'il faut, c'est utiliser des atomes qui ont 2 états internes différents, et l'énergie de ces états internes dépend d'un champ magnétique. Donc en variant le champ magnétique, eh bien, on varie la position d'un niveau d'énergie par rapport à l'autre. On vient mettre ces niveaux d'énergie en résonance avec le champ magnétique, et quand ces niveaux d'énergie sont en résonance, eh bien, il se produit une résonance de diffusion. Et dans certains cas, le cas qu'on appelle des résonances larges, eh bien, on peut vraiment faire comme si on pouvait oublier le fait qu'il y a plusieurs niveaux internes présents dans la collision et simplement se dire j'ai une longueur de diffusion qui va devenir très grande quand le champ magnétique sera tel que j'ai la résonance qui se produit. Et on peut modéliser donc la variation de la longueur de diffusion en fonction du champ magnétique par la loi qui est écrite ici, qui est une loi simple, c'est une loi hyperbolique, et je peux la tracer au tableau pour que vous l'ayez tous sous les yeux. C'est une loi qui me dit que quand je trace, donc, quand je varie le champ magnétique, et que je trace cette longueur de diffusion, eh bien, quand je suis loin de la résonance, on va dire qu'elle se produit ici, quand je suis loin de la résonance, la longueur de diffusion est à peu près égale à ce qu'on appelle la longueur de diffusion de fond. Le BG veut dire background en anglais. Donc j'ai une longueur de diffusion de fond que je vais mettre ici. Voilà. Donc quand je suis loin, je suis à peu près à cette valeur-là. Mais quand je me rapproche de la résonance, donc du point que je note Bérez ici, eh bien ma longueur de diffusion va diverger. Si je la trace, donc je mets ici mon asymptote, et j'ai un comportement qui va être comme ceci, et puis comme cela. Donc, 2 branches d'hyperbole. Et ça modélise la résonance que je veux, puisque ce que je veux, moi, c'est être capable de varier A depuis une valeur négative, passer par l'infini et passer de valeur positive.
Alors là, je vous ai tracé la résonance quand le paramètre delta qui est au numérateur de mon hyperbole là, est positif, qui est le cas que je vais vous décrire dans un instant. Ce qui veut dire que si je veux respecter l'ordre que je me suis donné, à savoir commencer par A négatif, A infini, A positif, ça veut dire que je dois balayer mes champs magnétiques dans ce sens-là. Donc quand le champ magnétique est plus grand que B résonance, ma longueur de diffusion va devenir grande et négative. A résonance, elle est infinie. Et puis ensuite, quand j'ai dépassé la résonance, donc quand B va devenir plus petit que Brs, eh bien ma longueur de diffusion sera grande et positive. Voilà. Donc le champ magnétique varie en sens opposé de la longueur de diffusion petit a, mais bon, ça c'est rien d'important. Alors comment est-ce qu'on détermine précisément la résonance? Eh bien, les expériences les plus précises sur la résonance que je vais utiliser là sont faites par photoassociation par une onde radiofréquence. C'est-à-dire qu'on va essayer de former le dimère petit m grand m. Donc pour l'instant, c'est le problème à deux corps. On cherche à former le dimère petit m grand m et on regarde l'énergie qu'il faut fournir au système pour former le dimère en fonction du champ magnétique. Donc si vous voulez, j'ai mon schéma habituel. Donc là, je mets A négatif ici, A positif là. Donc le dimère n'existe que du côté A positif. Il a une énergie en moins h bar 2 sur 2m2. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est préparer un gaz où j'aurai des atomes grand M et des atomes petit m, donc césium, lithium. On va essayer de mettre une onde radiofréquence ici et regarder quelle est la valeur de la radiofréquence qu'il faut mettre pour photoassocier un grand M et un petit m pour former un dimère. Et comme ça, on espère remonter à cette courbe-là et donc à la position de la résonance, là où l'énergie du dimère s'annule. Donc, comme je le disais, ça veut dire que le champ magnétique, on va le balayer dans l'autre sens, comme ça. B résonance sera juste à la position où l'énergie du dimère s'annulera. Et ça marche bien. Voilà un résultat expérimental typique. Donc, c'est obtenu ça dans le groupe de Matthias Weidemüller. Donc, une des deux expériences que je mentionnais, celle de Heidelberg, où vous avez ici donc l'énergie du dimère en fonction du champ magnétique. Donc, vous voyez que le champ magnétique varie. Les grandes valeurs sont à gauche, ici 843, les petites valeurs sont à droite, 841. Et ça, c'est juste le signe de delta pour cette résonance particulière. Bien, alors, ayant ça, eh bien, on va se concentrer maintenant sur l'effet Efimov, ou ce qui est autour de lui. Et plus précisément, ce que les expérimentateurs ont cherché, c'est à trouver les points, ici, à moins, c'est-à-dire ceux où le trimère disparaît du côté négatif de la résonance, là où le trimère disparaît. Comment est-ce qu'on s'intéresse à ça? Eh bien, on va étudier les pertes dans le système. C'est toujours un observable commode en physique expérimentale d'étudier les pertes d'atomes liées à une résonance. Donc on utilise le fait que quand on est au voisinage des points A-0, A-1, A-2, eh bien, l'énergie du trimère, donc lithium, césium, césium, est très proche de 0. Donc, si vous prenez un gaz où vous avez les atomes libres, lithium et césium ensemble, eh bien, de manière résonante, vous allez pouvoir former des trimères puisqu'ils ont une énergie très proche de celle des atomes libres. Et une fois que ce trimère est formé, eh bien, vous avez des relaxations qui peuvent se produire à l'intérieur de ce trimère. Vous allez pouvoir former des dimères fortement liés, par exemple des molécules césium-2 fortement liées. Et le lithium restant, lui, il est éjecté, il emporte l'énergie qui est libérée par la formation de la molécule. Et comme ça, vous perdez à la fois la molécule de césium-2 et l'atome de lithium. Et donc, simplement en mesurant le taux de perte d'atomes de lithium ou d'atomes de césium de ce piège, eh bien, on peut remonter à la position de ces points A-0, A-1, A-2. Alors, je vous donne des courbes typiques de ce qu'on voit. Donc, ici, vous avez la fraction d'atomes restant dans un piège. Donc, ce sont des pièges optiques, donc des faisceaux laser très focalisés. Et les atomes sont piégés dans ces cuvettes de potentiel. La première courbe, elle est obtenue loin de la résonance lithium-césium. Et vous avez deux types de points ici. Les points évidés sont des points lithium seul. Et donc, vous n'avez pas mis de césium dans le piège. Et les points pleins sont mélange lithium, césium, césium. Donc, les points évidés, vous voyez qu'il y a une petite décroissance du nombre d'atomes à l'échelle de temps de l'expérience, qui est de l'ordre de la seconde, 750 millisecondes, donc un peu à l'ordre de la seconde, vous avez une petite décroissance du nombre d'atomes de lithium, mais c'est très très faible, et c'est simplement lié au fait que dans votre enceinte, le vide n'est pas parfait, donc vous avez certains atomes qui se font taper dedans par une molécule d'azote ou d'oxygène du gaz résiduel, et ils sont éjectés.
en tout état de cause, il y a très peu de pertes à plusieurs corps dans le gaz de lithium, parce que comme on a pris du lithium-6, ce sont des fermions, on les a pris polarisés, donc le principe de Pauli réduit très très fortement la probabilité d'avoir plusieurs atomes de lithium au même endroit, donc il y a peu de pertes à plusieurs corps dans un gaz de lithium seul. En revanche, dès qu'on met du césium, on voit qu'il y a des pertes qui sont plus fortes, en particulier au temps court, là où quand la densité est élevée, ça chute assez rapidement, et puis après ça décroît plus doucement. Ça, c'est loin de la résonance. Si vous vous rapprochez de la résonance, lithium seul, évidemment, ce n'est pas modifié, puisque si vous n'avez pas mis de césium, le fait que vous soyez proche ou loin de la résonance lithium-césium, ça n'a pas d'importance. En revanche, ce que vous voyez, c'est que les pertes là sont beaucoup plus rapides. Vous perdez quasiment la moitié de vos atomes dans les 100 premières millisecondes quand vous vous rapprochez de la résonance. Donc c'est ça qu'il va s'agir d'explorer un peu mieux. C'est qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de résonance. Là, les courbes que je montre sont celles du groupe de Chicago, de Shengshin. Alors, allons-y. La résonance, on l'a vu tout à l'heure, elle se produit pour des champs magnétiques entre 842 et 843 Gauss. Donc vous avez ici le nombre d'atomes qui restent dans le piège après un certain temps. La température là, est de 800 nanokelvin. Vous avez le nombre d'atomes qui restent dans le piège après un certain temps. La résonance est ici, je vous dis, entre 842 et 843. Et ce qu'on voit quand on balaye le champ magnétique, alors on le balaye, comme je l'ai dit, des valeurs grandes vers les valeurs petites pour augmenter à partir d'ici et augmenter progressivement la valeur absolue de A, mais du côté A négatif. Donc on fait bien ce qu'on veut pour étudier les A moins de n. Ce qu'on voit, c'est un premier pic de perte d'atomes. Donc là, on perd plus d'atomes quand on est là que quand on est là ou là. Donc ça correspond, on pense, et ça correspond bien à la modélisation, à l'atteinte du premier étalier de trimère ici, du côté A négatif, le A-0. Et puis les autres, ils vont être quelque part par là, mais ils sont pour l'instant ici, puisque je vous rappelle que j'ai un facteur lambda entre la position du premier et la position du deuxième, donc les deux autres états sont quelque part par là, mais il va falloir les résoudre. Alors pour les résoudre, on fait un zoom sur cette partie grisée, là, on baisse la température pour abaisser la vitesse des atomes et avoir plus de temps pour faire la résonance entre les différents partenaires. Et à ce moment-là, donc, vous voyez, l'échelle n'est plus la même. Là, maintenant, on ne balaye seulement un Gauss ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'unité de Gauss, un Gauss, c'est 10-4 Tesla. Voilà. Donc on balaye ici à peu près un Gauss, alors que là, on en balayait 10. Donc on balaye un Gauss, et là, on résout autour entre 843 et 844, on résout quelque chose qu'on ne résolvait pas ici. On résout quelque chose qui est le deuxième état, A-, ici. Et puis là, vous pouvez voir un léger épaulement. La résonance stricto sensu est ici. Vous pouvez avoir un léger épaulement. On peut refaire un zoom encore sur cette partie-là. Donc on redivise encore par presque 10 la quantité de champ magnétique balayé. Et là, on voit clairement un épaulement avant de passer vraiment à résonance, où là, vous avez l'infinité d'états d'Efimov qui est à votre disposition. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pertes. Donc c'est une très jolie manip où ils ont pu voir comme ça donc 3 pics de pertes d'atomes, A-0, A-1, A-2, en baissant la température pour voir de mieux en mieux ce qui se passe au voisinage de la résonance. Alors, quand on fait un bilan de ces mesures, eh bien, voilà ce qu'on trouve. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le rapport entre A-1, A-0 et le rapport entre A2 et A1. Ce rapport, si on croit le calcul Born-Oppenheimer, on pense qu'il doit être de l'ordre de 5,6. C'est ce qu'on obtient en faisant le calcul qui est au tableau là-bas, mais en prenant le bon rapport de masse, donc pas 20, mais 22. Ce qui est trouvé donc, à Heidelberg et à Chicago est écrit ici. Sur le rapport entre A-1 et A-0, là, les manips convergent bien, donnent bien les mêmes résultats. Vous avez vu, les pics de résonance sont bien marqués. Il y a quand même des incertitudes. Alors, il y a 3 sources d'incertitudes. Statistique, c'est le premier chiffre. Systématique, c'est le deuxième. Et la calibration de la longueur de diffusion A en fonction de B, c'est le troisième. Donc, Heidelberg dit 5,48, Chicago dit 5,35, mais tout ça, c'est dans les barres d'erreur. Sur le rapport A2 sur A1, là, il y a plus d'écart entre les deux mesures, mais il y a aussi des beaucoup plus grandes barres d'erreur. Vous voyez, les barres d'erreur sont supérieures à 1, là. Heidelberg dit 5 et Chicago dit pratiquement 7. Là où le calcul à Born-Oppenheimer donne 5,6. Alors, on peut se dire, ça, le calcul, c'est Born-Oppenheimer, c'est une approximation, donc que donne le résultat exact? Alors, le calcul exact a été fait, en particulier, il a été fait par Petrov et Werner. Le point à prendre en compte, c'est que dans ma modélisation à la Born-Oppenheimer, moi j'ai été très naïf, puisque
j'ai négligé, comme je l'ai dit plusieurs fois, toute interaction entre les particules grand M. Mis à part le cœur dur en R0, j'ai dit qu'elles n'interagissaient pas l'une avec l'autre. Or, mes deux atomes de césium, dans le trimère lithium, césium, césium, mes deux atomes de césium interagissent entre eux. Donc il faut prendre en compte ces interactions. Alors ce qui est remarquable, c'est ça qu'ont trouvé Petrov et Werner, c'est qu'en fait, ces interactions ne jouent pas beaucoup sur le rapport lambda entre les positions des AN et des AN plus 1. Vous voyez, si vous prenez le modèle que j'ai suivi moi, c'est-à-dire une longueur de diffusion infinie entre petit m et grand M, léger, lourd, mais pas d'interaction lourd-lourd, Petrov et Werner prédisent 4,88 au lieu de 5,6. Bon, ça, c'est les corrections à Born-Oppenheimer qu'il faut prendre en compte. Et si maintenant vous dites, bien, supposons la situation opposée, au contraire, les lourds et lourds interagissent également beaucoup entre eux. Donc il y a une interaction forte, léger, lourd, petit m, grand M vaut l'infini, mais A, grand M est également infini. Eh bien, en fait, ça change à peine lambda. Vous voyez, ça fait passer de 4,88 et 4,80, 2% de changement seulement. Ça change beaucoup le taux de perte absolu, mais ça ne change pas le rapport qui donne les homothéties dans ce diagramme-là. Donc ça, c'est remarquable. Et bon, donc ce qu'on voit, c'est que 4,88 ou 4,80, ce n'est pas bien loin du 5,6. Et finalement, c'est en accord avec les mesures faites à Heidelberg et Chicago. Ce serait bien de pousser un peu mieux l'expérience, la résolution expérimentale, évidemment, pour avoir une meilleure confrontation entre la théorie d'expérience. Mais bon, ça, les expérimentateurs font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, je vois que le temps passe, donc j'avais prévu quelques transparences sur un effet, je peux juste vous montrer le titre, sur ce qu'on appelle des trimères universels, mais comme je vois que l'heure a passé, je vais sauter ces 2 ou 3 diapos. De toute façon, c'était très bref par rapport à ce qui est dans les notes, donc je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à aller voir les notes. C'est quelque chose qui, de toute façon, est au-delà du problème d'Efimov, donc ce n'était pas vraiment dans le cadre du cours. Donc je passe directement de cette diapositive-là à celle-ci, qui est donc la conclusion de ce cours et la conclusion finalement des 2 cours qu'on a fait la semaine dernière et aujourd'hui. Le message principal, c'est donc que considérer ce cas de léger, lourd, lourd est vraiment intéressant parce qu'il permet de faire un traitement, comme vous l'avez vu, quasiment analytique du problème à 3 corps. Et ça, ce n'est pas fréquent. Et il nous a révélé, je dirais, les caractéristiques principales de l'effet Efimov, qu'on va retrouver plus tard pour le vrai problème d'Efimov de 3 particules identiques. Et ces caractéristiques, je les répète encore une fois, parce que c'est quand même ça le message à emporter, c'est quand on se met pile à résonance cette série infinie d'états, avec une loi d'échelle pour les énergies en lambda 2, quand on se met du côté A négatif, eh bien, on a des états borroméens qui existent, bien que le problème à 2 corps n'ait pas d'état lié, il y en a à 3 corps, et on a une loi d'échelle pour les seuils d'apparition de ces différents états liés. Et puis quand on se met du côté A positif, eh bien, on a cette compétition trimère-dimère qu'on n'a pas encore explorée expérimentalement, on le fera dans les semaines qui vont suivre. On a cette compétition dimère-trimère qui apparaît. On a là aussi des lois d'échelle sur les seuils d'apparition de ces états à 3 corps par rapport aux états à 2 corps. Et donc ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont des premiers tests expérimentaux précis des lois d'échelle du côté A négatif, mais je vous promets qu'il y en aura d'autres qui vont suivre dans les semaines qui vont venir. Voilà, merci beaucoup.